On ne tombe pas amoureux par hasard. Et c'est peut-être l'une des vérités les plus difficiles à accepter. Car la plupart des gens aiment croire que l'amour est magique. Qu'il survient de façon aléatoire. Qu'il suffit de rencontrer la bonne personne pour que tout s'enchaîne comme par magie. Mais la réalité est tout autre. L'amour n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas le destin. L'amour est un processus qui se déroule dans votre cerveau, discrètement, scientifiquement et émotionnellement sans même que vous vous en rendiez compte. Chaque fois que vous ressentez de l'attirance, chaque fois que quelqu'un vous manque, chaque fois que vous pensez à quelqu'un tard le soir, votre cerveau est en pleine activité. Il libère des substances chimiques. Il crée des schémas. Il attribue du sens à vos expériences. Et lentement, étape par étape, il crée ce que vous appelez l'amour. Mais voici le hic. Votre cerveau se fiche de savoir si cet amour est bon pour vous ou non. Il ne se soucie que des signaux, de la familiarité, des émotions et des récompenses. C'est pourquoi il arrive de tomber amoureux de la mauvaise personne. C'est pourquoi l'amour peut parfois sembler intense, mais aussi déroutant. C'est pourquoi, parfois, on ne peut pas expliquer pourquoi on apprécie quelqu'un. C'est tout simplement comme ça. Alors, essayons d'expliquer cela simplement, de façon plus humaine. L'amour commence généralement par l'attirance. Et l'attirance n'est pas profonde. Elle est instantanée. Elle repose sur l'apparence, le ton de la voix, l'énergie et la présence. En quelques secondes, votre cerveau analyse les gens et décide. Cette personne est-elle intéressante ou non? Cette décision n'est pas logique. Elle est biologique. Votre cerveau est constamment en quête de nouveautés et de récompenses. Lorsqu'une personne vous paraît différente, excitante ou stimulante émotionnellement, votre attention se focalise dessus. Mais l'attirance seule n'est pas l'amour. Ce n'est que le point de départ. Une fois ce point de départ franchi, votre cerveau entame un processus plus profond. La création de liens chimiques. Lorsque vous appréciez quelqu'un, votre cerveau libère de la dopamine. La dopamine est la même substance chimique responsable de la motivation, du plaisir et de la récompense. C'est pourquoi parler à quelqu'un qui vous plaît est excitant. Vous ressentez une légère euphorie. Vous vous sentez heureux, plein d'énergie, et même un peu obsédé. Et c'est là que les choses commencent à devenir intenses. Parce que votre cerveau associe cette personne au plaisir. Il se dit, cette personne me fait du bien. Et plus vous interagissez, plus ce lien se renforce. Votre esprit s'habitue littéralement à rechercher cette personne encore et encore. Mais la dopamine n'est pas la seule substance chimique impliquée. Il y a aussi l'ocytocine, connue comme l'hormone de l'attachement. L'ocytocine est libérée lorsque vous partagez des moments émotionnels, une proximité physique ou des conversations profondes. Elle crée du lien affectif. Elle crée un sentiment de sécurité émotionnelle. Elle vous fait vous sentir connecté. C'est pourquoi les conversations émotionnelles le soir sont si intenses. C'est pourquoi les longues discussions peuvent vous attacher même si vous connaissez à peine quelqu'un. Votre cerveau établit des connexions chimiques plus vite que la logique ne peut suivre. Et voici le plus intéressant. Votre cerveau utilise aussi ce qu'on appelle le biais de familiarité. Cela signifie que vous êtes plus susceptible de faire confiance à ce à quoi vous êtes exposé de manière répétée et de l'apprécier. Ainsi, si vous voyez, parlez ou pensez régulièrement à quelqu'un, votre cerveau commence à percevoir cette personne comme familière. Et la familiarité procure un sentiment de confort. Et le confort se transforme peu à peu en attachement. C'est pourquoi on entend parfois dire « Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Je me suis juste attaché. » Mais ce n'est pas arrivé, par hasard. C'est la répétition, la familiarité et l'association émotionnelle qui ont joué un rôle crucial. Un autre facteur important est le timing émotionnel. Lorsqu'on rencontre quelqu'un pendant une période de vulnérabilité, lorsqu'on se sent seul, stressé, ou émotionnellement ouvert, le cerveau devient plus sensible aux liens affectifs. Il cherche du réconfort à l'extérieur. Et lorsqu'une personne apporte même un petit soutien émotionnel,
Le cerveau l'amplifie. Peu importe si ce soutien est minime. Ce qui compte, c'est la façon dont le cerveau l'interprète. Il se dit, cette personne me comprend, et ce sentiment à lui seul peut créer un attachement profond. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le cerveau confond intensité émotionnelle et amour. Si quelqu'un vous fait ressentir des émotions extrêmes, grande excitation, profonde tristesse, confusion ou incertitude, le cerveau s'implique davantage, car l'intensité émotionnelle est importante à ses yeux. Et le cerveau suppose que tout ce qui est intense a forcément une signification. C'est pourquoi les relations toxiques paraissent souvent fortes, non pas parce qu'elles sont saines, mais parce qu'elles provoquent des hauts et des bas émotionnels que votre cerveau confond avec la passion. Or, le véritable amour n'est pas le chaos. Le véritable amour est une constance sereine. Approfondissons maintenant. Votre cerveau joue aussi à un jeu de prédiction. Il tente constamment d'anticiper la suite des événements dans une relation. Si une personne est imprévisible, tantôt attentionnée, tantôt distante, votre cerveau se focalise davantage sur elle. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Et c'est l'un des mécanismes psychologiques les plus puissants. Lorsque les récompenses sont imprévisibles, le cerveau devient dépendant. Le cerveau persiste, espérant le prochain bon moment. C'est le même mécanisme que celui utilisé dans les jeux de hasard. Et dans les relations, il crée une obsession. Ainsi, lorsqu'une personne vous accorde de l'attention par moment et vous ignore parfois, votre cerveau s'y attache davantage. Et non moins, car il est constamment à la recherche de la prochaine récompense. C'est pourquoi on tombe souvent amoureux de personnes émotionnellement indisponibles. Non pas parce qu'elles sont le partenaire idéal, mais parce que leur comportement déclenche des réactions cérébrales plus fortes. Parlons maintenant de la mémoire. Votre cerveau ne stocke pas les relations comme des faits. Il les stocke comme des expériences émotionnelles. Cela signifie que ce que vous ressentez à un instant donné compte plus que ce qui s'est réellement passé. Un petit moment de bonheur peut devenir un souvenir puissant si l'émotion était forte. Et un petit moment douloureux peut également s'ancrer profondément s'il a provoqué un stress émotionnel. Avec le temps, ces souvenirs s'accumulent et créent votre perception de l'amour. Mais ce que vous appelez amour n'est en réalité que la collecte de données émotionnelles par votre cerveau. Un autre élément clé est l'association à l'identité. Lorsque vous commencez à apprécier quelqu'un, votre cerveau commence à lier cette personne à votre identité. On commence à penser, je suis quelqu'un qui apprécie cette personne. Et petit à petit, cette identité s'intègre à l'image que l'on a de soi. C'est pourquoi il devient difficile de lâcher prise. Car lâcher prise, ce n'est pas seulement perdre une personne, c'est perdre une partie de soi-même. Parlons maintenant d'attachement. L'attachement, c'est lorsque le cerveau commence à dépendre émotionnellement de quelqu'un. Il ne s'agit plus seulement de bonheur, mais de stabilité. On commence à consulter son téléphone. On attend des réponses. On pense à cette personne machinalement. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une question de chimie cérébrale. Le cerveau a créé un cercle vicieux. Il attend une stimulation émotionnelle de cette personne. Et lorsqu'il ne l'obtient pas, il ressent un malaise. Ce malaise, c'est ce que l'on appelle le manque de quelqu'un. Mais encore une fois, le manque de quelqu'un n'est pas seulement émotionnel. Il est aussi neurologique. Voici une vérité essentielle. Le cerveau ne choisit pas toujours la personne idéale pour vous. Il choisit la personne la plus stimulante. Et stimulant ne signifie pas forcément sain. C'est pourquoi, parfois, les personnes calmes et stables peuvent paraître ennuyeuses au premier abord. Tandis que les personnes imprévisibles peuvent sembler excitantes. Notre cerveau est programmé pour rechercher l'excitation, pas la stabilité. Or, le bonheur durable provient de la stabilité, et non du chaos. C'est là qu'intervient la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, c'est cesser de confondre intensité et amour. C'est cesser de courir après les hauts et les bas. C'est commencer à valoriser la constance, le respect et la sécurité émotionnelle.
car le véritable amour ne se mesure pas à son intensité initiale. C'est la paix qu'il instaure avec le temps. À présent, explorons quelque chose de plus profond. L'amour est aussi influencé par la répétition. Plus on pense à quelqu'un, plus notre cerveau renforce les connexions neuronales qui lui sont associées. C'est ce qu'on appelle le renforcement neuronal. Autrement dit, nos pensées façonnent physiquement notre cerveau. Ainsi, si l'on pense constamment à quelqu'un, notre cerveau lui accorde plus d'importance. Même si, en réalité, cette personne n'a pas autant d'importance. C'est pourquoi, parfois, la distance renforce l'attachement émotionnel. Non pas parce que l'amour grandit, mais parce que votre cerveau comble les vides par l'imagination. L'imagination est puissante, parfois plus puissante que la réalité. Car votre cerveau préfère les histoires à l'incertitude. Il crée donc des récits émotionnels sur les gens à partir d'informations limitées. Et ces récits semblent réels. Parlons maintenant du chagrin d'amour. Le chagrin d'amour n'est pas qu'une simple douleur émotionnelle. C'est un manque chimique. Lorsqu'une personne devient votre source de dopamine,